Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Merci. Merci, professeur, pour votre intervention. Maintenant, je veux passer la parole au journaliste Elioka qui a eu un peu de retard et qui s'excuse pour prendre la modération de l'équipe des journalistes pour éventuellement répondre à des questions. Je vous passe le journaliste Elioka. Merci beaucoup, Cordon. Professeur, merci pour votre discours qui a été suivi avec une attention soutenue. Nos excuses, les amis, pour ces petits retards dus à la pluie qui est tombée sur la ville. Et comme ça a été prévu, nous allons passer immédiatement aux questions de journalistes. Pour l'année 2025, au cours de laquelle vous ne vous êtes pas adressé uniquement aux membres du RAREC, mais vous avez choisi de vous adresser également à l'Assemblée de la Nation. N'est-ce pas là une prévention silencieuse au professeur? Pouvez-vous expliquer pourquoi cette préoccupation? Ça, c'est ma première question, préoccupation. La deuxième, professeur Pouégamoulaye, vous venez de dresser une rétrospective qui épingle, oui, les activités principales qui l'AREC a accomplies en 2024. Nous avons noté que de juillet à décembre 2024, l'activité principale des RAREC a apporté sur ce que vous appelez la pétition salvatrice et nationaliste du Sénat pour stopper la guerre et affranchir le peuple de la misère. Pouvez-vous expliquer comment cette pétition pourra mettre fin à la guerre? Merci. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup, monsieur Elioka, le modérateur. Je voudrais d'abord présenter toutes mes sincères condoléances et des sincères condoléances de RAREC à madame Combé, puisqu'elle a perdu son papa le mois dernier. Et je sais personnellement, et la plupart d'entre nous savent ce que ça représente. Merci beaucoup, Madame Combé, et encore une fois, je vous renouvelle, au nom de nous tous, à RAREC, nos très sincères condoléances. Alors, pour répondre à ces questions, comme je déjà dit, Madame Combé m'embarrasse toujours par la pertinence de ces questions. Oui, la prétention audacieuse de nous adresser à toute notre nation. Je me souviens que Mme Le Tombé m'avait demandé, me poser la question à la dernière conférence de presse de RAREC, pourquoi je me suis autoproclamé le porte-parole de la majorité silencieuse du peuple. Et donc, c'est à ce titre-là que je me suis donné. Et pourquoi est-ce que je me le suis donné? Parce que je suis dans le peuple. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est toi. Le peuple, c'est lui. Le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est nous tous. En tant que personne qui est avec le peuple et qui est au quotidien. Parce que RAREC, notre rassemblement, est un rassemblement qui comprend tout le monde, depuis les chômeurs jusqu'aux professeurs d'université. Et je dirais plus, nous avons notre président d'honneur qui est sénateur. Et donc, la majorité de notre peuple est angoissée. Et c'est pour cela que il faut bien que quelqu'un parle au nom
de cette majorité pour exprimer à haute et intelligible voix les préoccupations de cette majorité. Voilà pourquoi mon message en tant que fondateur de RAREC et président du comité national pour l'Assemblée constituante ne s'est pas limité aux membres et aux sympathisants de RAREC, mais à l'ensemble de notre nation, puisque cette nation, ce peuple est angoissé, ce peuple souffre, ce peuple est dans la misère, et il faut bien qu'une personne puisse articuler à haute et intelligible voix les angoisses et la souffrance de notre peuple. J'espère que cette réponse a fait justice à la question posée, à la première question posée par Madame Combe. La deuxième question de Madame Combe est très pertinente aussi. Elle demande comment je vais expliquer que la pétition salvatrice mettra fin à la guerre. C'est précisément pour cela que nous l'appelons pétition salvatrice. Depuis que notre pays est devenu indépendant, le 30 juin 1960, les politiciens nous ont entraînés dans la guerre pour accéder au pouvoir. L'accès au pouvoir donne aux politiciens les prébendes du pouvoir. Ça a commencé le 4 juillet 1960 avec la mutinerie de la force publique, parce que le général Janssens avait déclaré devant les soldats au camp devenu Kokolo que avant l'indépendance égale après l'indépendance. Parce que les soldats, il n'y avait aucun officier à cette époque-là. Le soldat le plus gradé de la force publique avait le grade de adjudant. Et le général Janssens, en disant cela, a fait comprendre aux soldats que si les politiciens vont remplacer instantanément les Blancs, eux, à la force publique, ça ne sera pas le cas. Et donc, ils n'auront pas accès aux prébendes du pouvoir. C'est pour ça que les soldats se sont mutinés. Pas parce qu'ils voulaient un Congo meilleur, mais parce qu'ils ont vu que les civils avaient instantanément eu accès à tout ce que les Blancs avaient, alors que pour eux, ils allaient continuer à être ce qu'ils étaient avant le 30 juin. Et ils ont dit non, ça ne sera pas le cas. Le 11 juillet, Tchombe et les autres politiciens du Katanga ont fait la sécession. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder les richesses du Congo, qui étaient principalement minières à l'époque, pour eux-mêmes, exclusivement. Et donc, instantanément, notre pays est allé en guerre, ou a été entraîné dans la guerre par les politiciens, parce qu'ils ne recherchent rien d'autre que l'accès aux prébendes du pouvoir. En 2006, lorsque la Constitution actuelle a été adoptée, dans son préambule,
Dans son exposé des motifs, cette Constitution déclare que c'est pour éviter que la guerre, le retour à la guerre soit le moyen d'accéder au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il se bat aujourd'hui? Pourquoi est-ce que M. Nanga est devenu, on le voit en tenue militaire? Ce n'est pas un soldat de métier. Ça a été, il était pasteur. Il est devenu président de la conférence de la Commission nationale électorale indépendante et il a pris goût au pouvoir. Et il le veut, le pouvoir. Donc tout le monde utilise le peuple comme un euphémisme, mais ce que les politiciens poursuivent, c'est le pouvoir, pour eux-mêmes et pour tous ceux qui se mettront à leur sort. Voilà pourquoi l'Assemblée constituante, c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir, qui dit aux politiciens, maintenant, nous, le peuple, nous reprenons notre pouvoir. Vous qui vous battez pour remplacer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous n'avez pas plus droit à ce pouvoir. Le pouvoir nous appartient à nous, le peuple, et nous nous réunissons en assemblée constituante pour redéfinir un ordre juridique, social et politique qui sera plus juste et plus équitable. Un ordre qui ne sera plus basé sur la répartition des bénéfices du pouvoir, comme le professeur Kabamba l'a expliqué très explicitement. Dans sa dernière émission, ou une de ses dernières émissions, il a dit, sans langue de bois, cette constitution a été faite pour partager les pouvoirs. C'est pour ça que, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, par exemple, les trois ordres de juridiction que nous avons ne visent à rien d'autre que la répartition du pouvoir. C'est un des rédacteurs de la Constitution qui l'a dit lui-même. La question fondamentale du fédéralisme ou de l'unitarisme, il l'a dit aussi très explicitement. Il a nommé les deux protagonistes de l'époque, le professeur Kabouya, décédé aujourd'hui, et le professeur Bochab, si je ne m'abuse. Et les uns et les autres ne défendaient pas l'intérêt du peuple. Les uns et les autres défendaient les intérêts des combattants, des belligérants. Ceux qui ne veulent pas du fédéralisme et ceux qui y en voulaient. Alors que c'est nous, le peuple, qui devons déterminer si notre pays doit continuer à être tel que Léopold II l'avait structuré pour ses intérêts personnels, ou si nous devons maintenant repenser un nouveau système pour affranchir notre peuple de l'oppression et de la prédation coloniale qui persiste jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi l'Assemblée constituante nous invitera, reprendra le pouvoir, remettra toutes les pendules à l'heure dans notre pays, afin que ceux qui se battent, et très clairement, je dirais quoi, le Rwanda que nous présentons, que notre gouvernement présente comme notre ennemi, et que nous disons, nous le peuple, que nous sommes attaqués pas par le Rwanda, mais par l'Occident. Mais ces gens-là nous disent, non, le M23, c'est vous-même les Congolais. Mais c'est très simple, acceptons de parler avec nos frères congolais et enlevons tout prétexte au Rwandais. De continuer à nous dire, non, tant que vous ne parlez pas à vos frères, nous allons continuer à vous faire la guerre.
Voilà, chère Madame Tombé, la réponse à votre question. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il fallait bien que j'exprime toute ma pensée. Ce n'est même pas toute ma pensée, parce que si on en avait le temps, je expliquerai encore davantage. Merci beaucoup. Je retourne le micro au modérateur. Merci, professeur. Nous avions également remarqué que vous aviez été abondant. Les soucis étaient d'expliquer foncièrement ce que la vision de Rarek. À présent, nous allons donner le micro à la consoeur Forgiveness. Sa question se rapporte sur la pétition du Sénat dite salvatrice et nationaliste. Ma question se repose sur... Vous avez indiqué que Rarek a lancé sa campagne de récolte des signatures pour la pétition du Sénat le 10 août 2024. Alors l'article 218 requiert un minimum de 100 000 signatures. Mais à ce jour, Rarek n'a que 1063 signatures. Pensez-vous que Rarek pourra jamais atteindre la quantité de signatures requises dans un délai réaliste? Professeur, vous avez suivi la question de Madame Forgiveness. On vous laisse le temps de répondre. Merci beaucoup, M. Dioka. Ah oui. 1063 signatures. Alors, je ne suis pas juriste, mais l'avantage que le juriste a sur peut-être d'autres disciplines, c'est qu'il doit pouvoir comprendre de manière un peu sommaire toutes les autres disciplines, et notamment les mathématiques, que nous avons tous apprises depuis l'école primaire. Nous avons lancé la pétition publiquement le 10 août 24, pardon. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2025, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé 4 mois pratiquement. Et si je reprends mes notions élémentaires de calcul, la progression se fait, nous a appris qu'il y a de progression arithmétique et une progression géographique et une progression exponentielle. Au tout début, la pétition a été adoptée et signée par les membres du comité. Nous étions au nombre de 32. Et de 32, quand nous avons lancé publiquement la pétition, nous sommes passés au nombre de 135. Et à la dernière conférence de presse, nous étions au nombre de 550. C'était au centre Lilombi. Et donc, si on analyse de manière purement mathématique cette progression, on peut constater que le nombre s'est augmenté par un facteur de 3. On est passé de 30 à 100, 200 à 500. Et donc, on peut bien voir que la progression se fait, puisque, à supposer simplement que les 1063 que nous avons aujourd'hui, chacun d'eux arrive à persuader simplement 3 personnes
de signer, c'est-à-dire que nous passons de 1000 à 3000. Et si les 3000, chacun persuadait seulement 3 autres patriotes à signer, on passerait de 3000 à 9000, et ainsi de suite. Donc voilà la notion de progression mathématique qui nous permet de dire avec confiance que nous allons atteindre le chiffre que la Constitution requiert et que nous allons aller au-delà. Pourquoi est-ce que nous allons aller au-delà? Et je vais maintenant expliquer les facteurs qui empêchent les gens de signer spontanément. L'expérience a été faite par chacun de nous, à commencer par moi-même. Vous avez vu qu'il y a plusieurs membres de ma famille et de ma belle famille qui sont présents et qui ont, tous n'ont pas signé, mais ceux qui ont signé. Alors pourquoi tous n'ont pas signé? Parce qu'il y en a qui ont peur. Ils ont peur et ça, parce que je suis le porte-parole de la majorité silencieuse, c'est-à-dire que je parle aux gens et je leur pose des questions, pourquoi? Et la peur est réelle. Depuis les personnes, et croyez-moi, je parle à tout le monde, depuis les professeurs d'université jusqu'aux chômeurs. Et la peur est réelle. Parce que les gens pensent qu'ils vont être appréhendés et mis en prison, ou qu'ils vont être inquiétés, parce qu'ils pensent que nous prenons la révolution. Mais nous ne prenons pas la révolution. Si la révolution, c'est ce que nous prenons, oui, la révolution, il définit dans son sens le plus noble du terme. Parce que nous tous, nous sommes des produits d'une révolution. Et la première révolution qui nous a engendrés, c'est lorsque notre père a eu la révolution de braver la peur de s'adresser à notre maman pour lui demander de la prendre en mariage. Et si vous êtes comme moi et que vous avez interrogé vos parents sur les troubles qu'ils ont eus pour avoir le consentement, ce que j'ai dit au grand chagrin de maman aux fondatrices, parce que moi il m'a fallu 3 ans pour la persuader de m'épouser. Et un de mes beaux-frères qui est là assurera que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc c'est difficile. Et donc, mais il faut persévérer. Et en persévérant, parce que nous savons que l'ordre établi aujourd'hui est un ordre unique. Nous le savons. Tout le monde le dit. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre. Alors, signer, c'est quoi? Signer la pétition, c'est braver cette peur. Et dire non, je dois être compté parmi les 100, mais les 100 000, mais je vais au-delà de 100 000, parce que quand nous faisons ce que nous faisons, nous amenons nos compatriotes à comprendre que la guerre, nous ne devons pas la faire et nous avons une bien meilleure solution pour mettre fin à cette guerre. Alors je dirais en conclusion, mais c'est ce que les personnes auxquelles nous nous adressons ne cessent de nous dire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies nous dit qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. La solution est politique. Qu'est-ce qui peut être plus politique qu'une assemblée constituante? Maintenant, je vais encore, comment est-ce que je dirais, importuner notre intelligence collective. Le Congo ne fabrique rien. Nous ne produisons ni armes, ni véhicules, ni carburant, ni avions de combat. Et nous allons gagner la guerre avec quoi?
Je ne fais pas la sédition ici. Je nous invite à faire un bon usage de notre intelligence. Nous allons gagner la guerre avec quoi? Même l'argent. Est-ce que nous en avons? Je viens de lire, il n'y a pas plus de 2 jours, que oui, le Fonds monétaire international a signé. Vous savez, quand on entre en programme avec le Fonds monétaire international, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il ne nous donne pas l'argent, simplement ça. Il y a des conditions sur l'utilisation de notre propre richesse, de notre propre argent. Vous devez compter, vous devez limiter votre production de la monnaie nationale. Parce que, et nous savons tous que tout ce que nous consommons au Congo, nous l'importons. Donc nous ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas de moyens, nous n'avons pas les moyens de ce que nous disons publiquement. Faire une guerre est une activité coûteuse, extrêmement coûteuse. Les mercenaires coûtent. Personne ne vient de l'étranger se battre pour mourir pour vous si vous ne le payez pas. Voilà, excusez ma candeur et ma franchise, mais quand on est le porte-parole de la majorité du peuple, c'est pour dire tout haut ce que le peuple dit tout bas. Merci. Merci beaucoup. À présent, je vais donner la parole à mon confrère Chevalier qui va vous poser une question qui se rapporte au nouveau slogan lancé par les RAREC. Je note, mettons la patrie, la nation et le peuple avant l'Église, les partis et la tribu. Merci beaucoup, confrère. Bonjour, professeur. Bonjour, Chevalier. Professeur, comme nous le savons tous, la RDC, pays de Lumumba, est un pays de slogans. L'UDPS avait brillé avec son slogan « Le peuple d'abord ». Personne n'en entend plus parler. Le PPRD s'est illustré par les slogans des 5 chantiers. Le MPR avait utilisé le slogan « Servir, oui, c'est servir, non ». RAREC lance aujourd'hui son slogan « Mettons la patrie, la nation et le peuple avant l'Église, le parti et la tribu ». Pourquoi pensez-vous que RAREC réussira là où le MPR, le PPRD et l'UDPS ont échoué? Merci à vous de répondre, professeur. Chevalier, votre question telle qu'elle est formulée présume que RAREC serait un parti politique parce que vous le comparez avec les MPR, le PPRD et l'UDPS. Et vous avez utilisé le terme « ce que nous disons » dans mon propos, j'ai parlé de moto. Pas la moto, mais moto. Ça signifie en français le leitmotiv, ce qui vous amène, qui vous motive à faire quelque chose. Et donc, évidemment, parce que dans notre pays, la parole est exclusivement monopolisée, la parole publique est monopolisée par les partis politiques et leurs porte-parole. Donc, cette confusion dans notre peuple, je la comprends et il sera sans doute perçu de cette manière-là. Mais je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est que nous voulons dire. Ceci n'est pas un slogan parce que vous voyez déjà que c'est long. Un slogan, quand vous le comparez à tout ce que vous avez dit là, c'est deux mots, le peuple d'abord. Se servir, non. Servir, oui. Mais quand vous reprenez les 6 mots, une différence entre 2 mots et 6 mots. Pour 6 mots, si notre peuple arrive à retenir ces mots, alors le RAREC aura fait une tâche salutaire. Parce que c'est ça, sa mission, comme nous l'avons cité dans l'objet,
élever le niveau intellectuel général des masses congolaises. Donc la première réponse est non, ce n'est pas un slogan, c'est une exhortation. Et c'est une exhortation qui ne s'adresse pas au peuple, c'est une exhortation qui s'adresse surtout, je dirais même davantage, aux intellectuels que nous sommes. Alors pourquoi est-ce que la gageure est grande? Parce que les intellectuels le font malheureusement. Et je suis mieux payé que quiconque pour le savoir, parce que je suis professeur d'université. L'intelligence congolaise, nous avons malheureusement perdu cette capacité. Parce que même les plus futés d'entre nous auront du mal à retenir ces 6 mots et à les répéter pour dire pourquoi. Alors pourquoi nous avons dit la patrie, la nation et le peuple? Ça c'est facile. Mais pourquoi nous avons dit qu'il faut mettre ça avant les autres institutions? L'Église, la tribu. Pourquoi est-ce que nous avons choisi l'Église, le parti, la tribu? Ce trinôme-là est devenu facteur de division aussi dans notre pays. Et surtout, l'Église, vous avez vu ce qui s'est passé avec la plateforme des confessions religieuses. Vous avez vu le parti, il y en a presque ou plus de 1000. Et les tribus n'en comptons pas. Et la tribu, pourquoi est-ce que nous ne réfléchissons pas? Tout le monde est recroquevillé sur sa tribu. Mais nous avons une chose que nous n'arrivons pas à comprendre et que personne parmi nos intellectuels n'essaie de faire comprendre. La tribu est une invention de Léopold II. C'est la base du système léopoldien d'oppression et de prédation. Les premiers agents coloniaux, c'était les chefs coutumiers. Et parce que les chefs coutumiers, s'ils voulaient défendre leur peuple, qu'est-ce que les agents, qu'est-ce que Léopold II faisait d'eux? Ils étaient tout simplement mis en prison ou destitués de leur pouvoir sur leur peuple. Voilà pourquoi ce que nous venons d'avancer, ce n'est pas un slogan, c'est un motto. Et si nous arrivons, et bientôt, comme nous sommes un peuple qui tourne tout à la dérision, quand je dis motto, et vous allez entendre, ah, le professeur Pakamula, il dit maintenant qu'il faut prendre leur slogan de Wewa. Mais si on peut l'amener à Wewa, c'est encore bien, pour que les Wewa comprennent qu'il faut mettre la patrie, la nation avant, et le peuple avant l'Église, le parti et la tribu. J'espère que j'ai été bref cette fois-ci. Merci. Bravo, professeur. Vous vous êtes soumis à cet exercice. Ma consoeur Gisèle se laisse préoccuper par les moyens qu'ERAREC dispose pour justement réaliser ses principales activités en cette année 2025. Je lui passe les micros et puis... Voilà, ma question revient sur les 2 actions prioritaires pour l'année 2025 qu'a annoncé le RAREC. La série de journées de prière œcuménique pour l'unité, la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo et le 2e colloque des RAREC. Alors, quelles sont vos anticipations pour convaincre la hiérarchie de différentes confessions religieuses d'endosser la série de journées de prière œcuménique? Et la 2e question, quels sont les moyens que RAREC attend de déployer pour mener la bonne fin
l'exécution de son deuxième colloque? Les anticipations, nous n'en avons pas. C'est pour ça que nous avons dit que c'est une action à la base. On n'a pas besoin de la bénédiction d'une autorité hiérarchique pour prier. C'est pour ça qu'on voit les églises de Tulle dans notre pays. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est que les laïcs que nous sommes et les aumôniers, vraiment une église qui est très hiérarchisée comme l'église catholique. Mais tous les mouvements d'action catholiques ont des aumôniers. Et les aumôniers, leur fonction première, c'est d'accompagner les membres de leur mouvement à prier. Donc, ils ont déjà, de par leur fonction, cette autorisation de leur hiérarchie pour faire ce que. Donc, ils rendront certainement compte parce que chaque prêtre rend compte de ses activités. Donc, au niveau de l'Église catholique, qui est la plus structurée et la plus hiérarchisée, nous travaillerons avec nos aumôniers et c'est à travers eux que la hiérarchie sera informée de ce qui est en train, de ce que nous sommes, des prières que nous sommes en train de faire. Parce que ce n'est que la prière. Les CVB se réunissent chaque jeudi à travers notre archidiocèse de Kinshasa, par exemple. Je ne connais pas d'organisation dans d'autres diocèses, mais on va aller dans une structure de CVB. Quand on dit on est habitué à prier simplement le jeudi entre catholiques, mais cette idée alors si on dit non, cette fois-ci, au lieu d'avoir la prière, si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, nous allons inviter tous les autres confessions, membres de confessions religieuses dans notre quartier. On n'a pas besoin d'une autorisation spéciale de l'ordinaire du Dieu pour faire ça. Donc voilà, en ce qui concerne la hiérarchie ou l'implication de la hiérarchie dans la série des journées de prière écuménique. En ce qui concerne la conférence du deuxième colloque, notre président d'honneur a signifié que pour le premier colloque, on avait eu la chance que le ministre de la Recherche scientifique avait compris et apprécié ce que Ravek allait faire, et il avait fait une très belle intervention à ce colloque. J'espère, il est toujours ministre de la Recherche scientifique, j'espère que cette fois-ci, il réalisera aussi que c'est dans l'intérêt de notre pays et qu'il pourra éventuellement nous prêter main forte dans ça. Il n'y a pas que, parce que j'imagine que toutes les autres, tous les organismes publics et privés comprendront l'intérêt de ce colloque et qu'ils arriveront à nous prêter main forte pour que le colloque puisse s'organiser avec succès. Merci. Nous terminons avec Madame Naomi. Sa question est relative au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, initiative de l'Église catholique et l'Église protestante au Congo. L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ont publié conjointement une feuille de route du pacte social sur la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Mais donc ma question est celle de savoir, RAREC s'impliquera-t-il dans cette initiative? La feuille de route a été publiée le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours. Je ne l'ai pas encore totalement assimilé.
RAREC est en étroite collaboration avec les responsables des structures que vous venez de mentionner. Nous sommes en dialogue, j'allais dire permanent. Donc, nous allons nous intéresser à cette initiative et nous allons chercher à en savoir davantage. S'il y a un rôle quelconque que RAREC pourra jouer, RAREC, comme je le dis, rassemble, veut à la mettre en vers tout le monde. Et n'est en compétition avec personne, ne veut pas être en compétition, ce n'est pas notre objectif. Donc, le moment venu, RAREC approchera le secrétaire général de la CENCO et le secrétaire général du l'ECC pour en savoir plus et pour voir comment est-ce que nous pouvons cheminer ensemble dans cette structure, parce que tout ce, dans cette initiative, je veux dire, parce que tout ce qui doit concourir au bien-être de notre pays et de notre peuple est le souci, et pas le souci, c'est la seule raison d'être de RAREC. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci également à l'assistance pour l'attention soutenue avec laquelle vous avez suivi et les questions et les réponses du professeur. Voilà, comme je le disais tantôt, c'était là la dernière question. Nous remettons les micros au coordonnateur de RAREC pour assurer la continuité. Je demanderai un peu de patience avant que les uns et les autres nous quittent. Juste une petite prière avant le repas. Et comme ça, nous allons clôturer notre cérémonie de ce jour. Une petite prière avant le repas. Et notre secrétaire permanente, Micheline, invitera chacun tour de rôle pour aller se servir à table. Encore une fois, merci. Prions. Éternel grand Dieu, notre Seigneur, te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu as rendu disponible. Le temps où nous allons prendre les repas que toi tu nous as donnés. Merci d'avoir assaini, donné des éléments nutritifs à ceux qui allons en prendre. Te sommes infiniment reconnaissants également pour les mains contribuantes que toi-même tu as béni et tu continues de bénir, parce que nous puissions toujours avoir ce repas à chaque fois que nous en avons besoin. Te rendons grâce, te bénissons pour cette prière que tu as exaucée au sein non puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons encore, je voudrais demander à mon jeune père, notre frère Moulongo, s'il peut allumer sa caméra, comme ça je peux vous présenter et à nos autres membres qui sont en train maintenant d'aller pour partager le repas. Je crois que vous avez été empêchés évidemment à cause de la pluie et de la distance entre votre résidence et alors, Salvatore n'a pas pu participer parce qu'ils sont en deuil, nous sommes en deuil, on a perdu la tante, une tante qui est décédée à l'âge de 94 ans. Vous vous rendez compte? Je suis en train d'inhumer. En fait, je devais être à l'animation d'un cousin là, au Liban.
problème à la maison après l'orage. Je n'ai pas pu rejoindre le groupe qui, en principe, doit avoir terminé l'animation. Enfin. Merci, madame. Merci, madame. La vie, c'est difficile aussi. Voilà. La mort et le passage. Je regrette beaucoup parce que j'aurais vraiment tenu à être, j'ai tenu à être là. L'homme propose, comme on dit. Et comme Dame la pluie s'est invitée, on oublie généralement de lui envoyer une invitation, mais il y a des moments où il dit, mais ça c'est tellement... Nous serons à Kinshasa. Ok. Pardon, et la secrétaire sont oui, il regarde mon cordon à gérer la nourriture et à assurer que tout le monde est... Ok, merci beaucoup. Ah oui. Donc, merci. bon appétit à ceux de participer. C'est avec plaisir, professeur. Je vous suis religieusement. Il y a le foufou, il y a tout. Oui. Le cordon avec beaucoup d'amour. C'est ça. J'ai envie de manger le bon pondo de chez